Bienvenue aux internautes, abonnés ou nouveaux venus. J'ai le plaisir d'animer cette deuxième émission de la deuxième saison du Point de rupture. Alors le nom de cette chaîne, en deux mots, le point pour faire le tour de l'actualité et rupture du nom du mensuel progressiste radicalement eurocritique dans lequel vous pouvez lire des informations, des analyses, des décryptages chaque mois sur l'actualité entourant l'Union européenne avec une ligne éditoriale radicalement opposée à l'intégration européenne. Donc, Rupture est un mensuel indépendant de tout groupe économique ou politique. Donc, après une émission consacrée en début d'année au Brexit, cette deuxième émission portera sur le sommet européen qui s'est tenu le 19 juin. Dans le contexte d'une Union européenne bousculée par un tsunami économique suite à l'épidémie de coronavirus. Pour en débattre, j'ai avec moi François Poulet-Matisse, journaliste, ancien responsable de France 3 à Bruxelles, ancien chef du service de politique étrangère à France 3 et co-auteur du livre Brexit, une chance, point d'interrogation, repenser l'Europe. Et Pierre Lévy, rédacteur en chef du mensuel Rupture. Alors messieurs, aucun accord n'est apparu à l'issue du sommet européen du 19 juin, si ce n'est que la Commission européenne a fait valoir son plan de relance de 750 milliards d'euros. C'est sans précédent, mais des affrontements et des négociations intenses sont en cours et on attend l'issue, le dénouement de ces négociations pour le mois de juillet. Où en est-on selon vous? Quelle est votre analyse de la situation? Je passe la parole à monsieur François Poulet-Matisse, on vous écoute. Je crois qu'il faut comprendre qu'on a vécu un séisme redoutable. Non seulement l'Europe, mais le monde entier. Les 5 continents ont vécu un séisme redoutable. Ce qui s'est passé, c'est qu'au démarrage du séisme, personne ne voyait vraiment comment les choses allaient se dérouler. Si bien qu'il y a eu une espèce de panique. L'ensemble des pays européens, notamment, ont agi seuls. Ont agi de manière absolument non concertée en essayant de réagir comme ils pouvaient à une situation qui les dépassait complètement. On l'a vu notamment avec l'Italie, puis après avec l'Espagne, même la France. Mais une fois cette constatation faite, les responsables européens se sont posé la question de savoir est-ce que c'est la fin de l'Europe ? Est-ce que c'est la fin de la zone euro? Est-ce que tout explose? Est-ce que la solidarité européenne ou le rêve de solidarité européenne est définitivement enterré? Ou est-ce que, par hasard, nous n'aurions pas plus qu'aujourd'hui, plus que jamais, besoin de l'Europe pour essayer de sortir de cette crise? Autant tous les pays européens ont été complètement déstabilisés par ce séisme, autant ils se posaient la question, pendant le séisme, en se disant il va falloir en sortir. Et comment en sortir? Vu l'ampleur de la catastrophe économique qui s'annonçait dans tous ces pays-là, est-ce que l'Europe pouvait faire quelque chose? Et c'est là où quelque chose est arrivé qui était assez peu prévisible. Assez peu prévisible parce que jusqu'à maintenant, les pays européens hésitent à mettre en commun des efforts, hésitent à mettre en commun des possibilités budgétaires pour s'entraider. Or, pour la première fois, un pays comme l'Allemagne a changé sa doctrine. Une doctrine qui est extrêmement rigoureuse, qui consiste à dire qu'il n'est pas question finalement de payer pour la carence des autres. Pour la première fois, suite à une intervention d'Emmanuel Macron, une proposition, c'était de faire en sorte que l'Allemagne accepte une partie de mutualiser de la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les pays européens, l'Allemagne notamment, pouvaient accepter, pour faire face aux conséquences de cette crise, finalement de payer, y compris pour des pays qui ont failli ou des pays qui ont été en crise redoutable, comme par exemple l'Italie. C'est une petite révolution, non seulement pour l'Allemagne, redoutable, on l'a vu avec la réaction de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, mais c'est aussi une révolution pour l'Europe, parce que c'est la première fois, finalement, qu'on assiste à un début de solidarité budgétaire de l'Europe. Alors, il ne s'agit pas de couvrir les dettes existantes. Celles-là, bon, elles sont ce qu'elles sont, mais il s'agit de pouvoir couvrir les dettes futures et finalement de faire en sorte que ces dettes que l'on va contracter puissent bénéficier en fonction des besoins réels de chacun des pays et en fonction de leur situation réelle. Et c'est pour ça qu'effectivement l'Italie, notamment l'Espagne et la France aussi vont être très bénéficiaires de cet effort budgétaire qui a été, c'est pas encore accepté, mais qui est en voie d'être consenti pour redresser l'économie européenne dans son ensemble.
Donc, on a compris de votre point de vue, Monsieur Poulet-Matisse, l'épidémie de coronavirus a eu un effet donc bénéfique sur la solidarité intereuropéenne. C'est votre point de vue. Pierre Lévy, partagez-vous cette opinion? Alors, il y a un point sur lequel on va se retrouver, c'est la gravité et la brutalité du tsunami économique, certes déclenché par la pandémie, qui balaye l'ensemble de l'Union européenne, pas seulement bien sûr, mais tout particulièrement l'Union européenne, avec une chute du produit intérieur brut qui pourrait être de l'ordre de 8 à 12% en fin d'année, avec un chômage officiel qui risque de grimper de 10%, bref, des faillites, des entreprises en difficulté et surtout des salariés mis en cause dont les emplois seraient supprimés par milliers. Face à ça, effectivement, les dirigeants européens ne pouvaient pas rester les deux pieds dans le même sabot, mais au lieu d'apporter des mesures qui seraient susceptibles d'améliorer la situation, à mon avis, les plans qui sont sur la table l'aggravent. Alors je rappelle, pour aller vite, la Commission européenne a proposé d'emprunter, en son nom propre, au nom des États membres, 750 milliards d'euros sur les marchés financiers, collectivement. Et ces 750 milliards, pour la Commission européenne, les dirigeants européens vont en discuter, ils ne se sont pas mis d'accord le 19 dernier, ils vont continuer à s'étriper. Ces 750 milliards seraient redistribués, notamment 500 milliards sous forme de dons. Et 250 milliards seraient redistribués sous forme de prêts. Alors, c'est effectivement quelque chose de totalement nouveau, mais je récuse absolument le terme de solidarité. Prenons l'exemple de la France. Selon les propositions de Bruxelles, la France recevrait environ 40 milliards d'euros de dons. Alors on peut se dire, c'est bien, c'est au moment où on est en difficulté. Sauf que, compte tenu des clés de répartition et du fait que la France est la deuxième puissance économique, la deuxième pays le plus riche au sein de l'Union européenne, on a une clé de répartition qui fait que, grosso modo, si on s'en tient à la manière dont fonctionne le budget européen, c'est 11%. Et donc 11% de 750 milliards, c'est plus de 80 milliards qu'il nous faut, pour ne prendre que le capital, que la France serait amenée à rembourser. Alors certes, pas tout de suite, mais fondamentalement, cette idée de solidarité ne tient pas un instant. Pourquoi les dirigeants européens ont mis ça sur la table? Évidemment, c'est des questions un peu complexes, un peu arides, mais il faut, je crois, aller à l'essentiel. D'autant que la proposition, c'est non seulement ce plan de 750 milliards, mais c'est d'adosser ça au budget, alors c'est un peu technique, au budget communautaire pluriannuel, c'est-à-dire qui court pour 7 ans et qui va courir pour les années 2021-2027. Il faut savoir que ce budget pluriannuel fait déjà depuis plus de 2 ans l'objet d'empoignades et d'affrontements et de rapports de force au sein de l'Union européenne. Ça fait presque 2 ans qu'ils ne se sont pas mis d'accord là-dessus, donc l'équation est très compliquée à résoudre. Il faut à la fois financer ces 750 milliards, se mettre d'accord sur les critères, à qui on va les donner par priorité, et puis se mettre d'accord entre pays qui veulent des budgets plus faibles et ceux qui veulent au contraire étendre. Mais fondamentalement, si ces 750 milliards que la Commission propose d'emprunter sur les marchés existent, c'est pas tout simple. C'est pas parce que tout d'un coup à Bruxelles on a été saisi d'une empathie vis-à-vis des pays les plus en difficulté, notamment les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, mais aussi la France. C'est tout simplement, et ils le disent d'ailleurs, c'est pas un mystère, c'est tout simplement parce que les inégalités déjà criantes au sein de la zone euro sont en passe d'être encore avivées et même de creuser des fossés à l'intérieur même de la zone euro et de mettre en cause l'existence même du marché unique. Donc c'est panique à bord. Il faut sauver le soldat Ryan, en l'occurrence, il faut sauver la zone euro de leur point de vue. Et c'est donc pas de la générosité. Ils expliquent, je le dis pour qu'on comprenne bien en 2 mots, ils expliquent que par exemple les pays les plus touchés, par exemple l'Allemagne est touchée, mais elle a les reins financiers suffisamment solides pour pouvoir aider massivement ces grands groupes. Par exemple, plus de 1000 milliards ont été versés pour aider, pour soutenir, pour éviter, etc. Là où les pays les plus en difficulté, comme l'Italie ou comme l'Espagne, n'ont pas les moyens de soutenir ça. On a vu récemment que la Commission européenne a provisoirement relâché ses règles en ce qui concerne les aides d'État. En principe, les aides d'État aux entreprises sont interdites parce que ça fausse le marché intérieur. Là, compte tenu du tsunami terrible, ils ont levé provisoirement cette interdiction. Et bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur les 2000 milliards qui ont été autorisés, en quelque sorte, que Bruxelles a autorisé les États à donner aux entreprises, la moitié a été utilisée par l'Allemagne, rien que l'Allemagne. Donc,
ces inégalités criantes qui existaient déjà du fait de l'intégration européenne, qui n'est pas un processus qui vise à promouvoir de l'égalité, c'est un processus qui vise au contraire et qui aboutit au contraire à opposer les pays les uns avec les autres. Et on le voit bien d'ailleurs, non seulement ça ne va pas arranger les affaires en termes de fossés qui existent, mais les gouvernements sont aussi sous la pression de leurs opinions publiques. Et évidemment, chacun, on voit bien que les peuples, on leur montre des intérêts divergents. Et donc, par exemple, les Italiens ont compris qu'ils ont été complètement laissés à l'abandon au début de la crise. Et d'autres pays, ceux que leurs critiques appellent les frugaux ou les radins, ils sont face à des opinions publiques. La Suède, par exemple, la ministre de Finances disait écoutez, moi, il va falloir que j'aille expliquer aux retraités suédois que pendant des années, on leur a fait payer des impôts pour rembourser la dette et que c'est maintenant les Espagnols qui vont en profiter. Donc ça veut dire que des pays qui auraient des solidarités naturelles à mettre en œuvre, en réalité sont opposés et leurs intérêts sont en passe de s'affronter parce qu'il y a la volonté d'intégrer plus avant toujours ces pays. Mais la solidarité n'est pas quelque chose de purement altruiste. Je n'ai jamais considéré que la solidarité est quelque chose d'éthéré, de quelque chose d'irréel. La solidarité est basée sur des intérêts bien compris. Et les intérêts bien compris de chaque État membre, c'est bien de considérer que pour sortir de cette crise, seuls, ils ne peuvent pas. Tout simplement, ils ne peuvent pas. La seule solution pour des États comme l'Italie, comme l'Espagne, mais aussi, et je vais l'expliquer, des États comme l'Allemagne, c'est la solidarité, ne mettons pas ce terme-là s'il est gênant, mais l'interdépendance absolue des économies européennes. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on ne comprend pas que les économies européennes sont interdépendantes et ont besoin l'une de l'autre pour fonctionner, si on ne comprend pas que sans l'Italie, l'Allemagne perd un débouché absolument considérable et si jamais il y a un défaut de l'Italie pour l'Allemagne, ça peut être catastrophique. Il s'agit donc bien d'intérêts bien compris de chacun des États de jouer l'Europe et non pas de jouer seul. Et c'est ça que cette crise a révélé. Pourquoi finalement, après avoir été totalement divisé au moment du début de la crise, où chacun était dans son camp, chacun s'arrangeait pour trouver les masques, etc., et dans une espèce de désordre complet, pourquoi finalement cette espèce de cohésion européenne est restée ? Pourquoi elle s'est retrouvée? Tout simplement par intérêt, non pas par idéalisme européen. Je suis d'accord, il ne s'agit pas d'idéalisme européen, il s'agit d'intérêt bien compris. L'intérêt bien compris, ce sont que les économies européennes sont totalement interdépendantes et de plus en plus. Sont-elles interdépendantes? Mais elles le sont et c'est bien le problème, ce n'est pas la solution. C'est-à-dire que cette interdépendance a été créée, j'allais dire artificiellement, par la volonté politique de faire partager à ces économies, notamment un marché unique et une monnaie unique. Et les dirigeants européens ont voulu faire rentrer dans un moule unique, commun, des pays dont les paramètres économiques sont différents, fondamentalement différents. Simplement, comme en matière monétaire, zone euro, en matière commerciale, exclusivité de la Commission pour ce qui concerne le commerce international, etc., les pays n'ont pas de marge de manœuvre à eux. C'est d'ailleurs une des raisons, à juste titre à mon sens, que le Royaume-Uni, que la majorité des électeurs britanniques, pour laquelle il a voulu sortir, et Boris Johnson dit, eh bien, il n'est que temps pour nous de reprendre les marges de manœuvre que l'intégration européenne nous avait fait perdre parce que, alors eux n'étaient certes pas dans la monnaie unique, mais ils étaient dans le marché, ils sont encore toujours dans le marché unique. Et tout est là, c'est-à-dire qu'on veut faire rentrer dans le même moule des économies qui ne se ressemblent pas. Et en enlevant aux différents gouvernements, à supposer évidemment qu'ils le veuillent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais à supposer que de futurs gouvernements veuillent reprendre en main les grands choix politiques qui déterminent l'avenir de chacun des pays, qui ne peut pas être le même selon qu'on est en Italie, en Allemagne, en France, en Suède, aux Pays-Bas ou en Slovénie. Et donc, bien entendu qu'il y a des coopérations à trouver, mais ces coopérations ne doivent en aucun cas se limiter à un club européen. Fondamentalement, le problème, alors certes, ce n'est pas Bruxelles qui a inventé, bien entendu, le virus, mais au lieu, j'allais dire, de laisser les mains libres aux pays en fonction de leurs propres caractéristiques, en fonction de leurs propres intérêts, en fonction de leurs propres paramètres économiques qui ne sont pas les mêmes, au lieu de leur laisser les mains libres, on les fait jouer, si on peut dire, les mains dans le dos en leur demandant de rentrer dans le moule. C'est là la difficulté.
Justement, j'ai une question à vous poser à tous les deux par rapport à la Grande-Bretagne et donc qui a effectué son Brexit. Est-ce que vous pensez que la Grande-Bretagne va mieux s'en sortir que les autres pays suite au coronavirus, parce qu'elle a été également grandement touchée par l'épidémie, ou moins bien parce qu'elle n'est plus dans l'Union européenne? Alors ça, on ne peut pas le savoir, on le saura quand elle sera véritablement sortie. Je rappelle actuellement qu'elle est sortie effectivement sur le plan statutaire, mais elle n'est pas sortie sur le plan économique, puisque jusqu'au 31 décembre, elle est encore dans le fonctionnement de l'Union. Je crois simplement qu'il y a une espèce de malentendu. Ce qu'on oublie de dire, on le voit très bien sur un sujet dramatique dans les négociations sur le Brexit, c'est le sujet de la pêche, c'est que les pays sont totalement interdépendants. Les Anglais croient qu'ils vont pouvoir récupérer leurs eaux territoriales totalement. Ils oublient simplement de dire que s'ils récupèrent totalement leurs eaux territoriales pour la pêche, les autres ne rachèteront plus leurs poissons. Or, 70% de la pêche britannique, elle part précisément sur l'Europe. Donc, on est totalement interdépendants. Je dirais une deuxième chose aussi, c'est qu'il y a une espèce de rêve britannique qui est de retrouver la maîtrise de son destin économique. Mais comment le retrouver? En rêvant, en imaginant qu'une relation beaucoup plus étroite, notamment avec les États-Unis, va pouvoir la sortir d'affaire. C'est-à-dire qu'à une dépendance, pour eux, une dépendance de l'Union européenne, ils sont prêts à se jeter bras et cordeliers directement dans le cadre d'une économie américaine qui, elle, peut-être n'a pas du tout envie d'ailleurs d'avoir ce poids-là. Donc en fait, la question n'est plus une question d'indépendance, c'est une question de se choisir ses dépendances. C'est ça qui est important. Alors Pierre Lévy, croyez-vous que la Grande-Bretagne veuille se jeter dans les bras des États-Unis? Alors je voudrais revenir d'un mot sur cette question d'interdépendance. Concernant le Brexit, je renvoie nos internautes à le débat que nous avons eu il y a quelques mois là-dessus, et évidemment l'histoire n'est pas terminée. Je remarque quand même que, contrairement à ce que certains espéraient à Bruxelles, Boris Johnson a tenu bon et n'a pas prolongé la période de transition qui aurait en quelque sorte fait encore traîner les choses et qui aurait d'ailleurs contraint la Grande-Bretagne à verser encore au pot des centaines de milliards qui sont mis sur la table aujourd'hui. Et Boris Johnson a dit, à mon avis à juste titre, plutôt nous récupérons notre liberté de manœuvre et plutôt nous aurons la possibilité de nous sortir de ce guêpier, pour rester poli. L'interdépendance, vous avez raison d'y insister, c'est tout le problème. Si nos économies sont irrémédiablement interdépendantes, alors il faut arrêter de faire de la politique. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse, on n'a pas la possibilité, on n'a pas la liberté de faire des choix politiques différents de ceux des voisins. C'est ça que ça veut dire l'interdépendance. Ça veut dire qu'en gros, le principe même de souveraineté. Alors, on a un président qui se gargarise en l'affublant même du qualificatif de souveraineté européenne, ce qui ne veut rien dire, puisqu'il ne peut pas y avoir plusieurs souverainetés qui coexistent les unes à côté des autres. Mais la seule souveraineté qui compte, c'est-à-dire la capacité, la liberté de chaque peuple, pas seulement d'une autre, de déterminer les grands choix politiques qui vont faire non pas notre destin, mais notre avenir, si on perd ça, alors on perd ce qui fait l'essence même de la démocratie. C'est-à-dire que si on doit agir en fonction d'une interdépendance qui fait qu'on a les mains liées, j'ajoute une deuxième chose. Les 750 milliards, si c'est 750 milliards, on verra le résultat des bras de fer des négociations. D'ailleurs, j'en profite pour envoyer nos internautes à l'édition de notre journal qui va paraître dans quelques jours et qui consacre une large place à ce dossier. Donc, il y a notamment des conditions, parce qu'évidemment, Bruxelles ne dit pas on vous donne ça puis débrouillez-vous. On vous donne ça et puis vous allez nous dire exactement ce que vous allez vouloir en faire. Ce qui est logique, dans leur logique évidemment. Et donc, il y a notamment deux priorités. Ce qu'ils appellent la transition écologique et la transition numérique. Transition numérique, c'est-à-dire en gros automatiser encore plus et éventuellement supprimer des emplois là où les machines peuvent remplacer les hommes. Mais c'est surtout la transition qu'ils appellent écologique qui m'inquiète. Parce que ça veut dire qu'en gros, on vous dit on veut bien vous aider, nous sommes généreux, vous avez raison, l'argument est que chacun cède et que ça aide tout le monde, je n'en crois rien, mais à condition que vous inscrivez, par exemple, que vous ne fassiez, qu'il y ait 0 € qui aille à la relance avec une goutte de pétrole, par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a le fameux Green Deal, c'est-à-dire en français le paquet vert que la Commission, avec lequel la Commission nous rebat les oreilles depuis déjà des mois, relayé par
une campagne médiatique sans précédent, pas seulement au niveau européen, qui dit en quelque sorte qu'il faut accorder des centaines de milliards pour transformer l'économie. Transformer l'économie, soyons clairs. Il y a un dirigeant européen qui est pourtant proche de Bruxelles, hein, qui n'est pas un eurosceptique du tout, hein, Luc Trian, qui est le secrétaire général du syndicat de l'industrie, Industrial, qui regroupe tous les salariés de l'industrie, enfin toutes les confédérations des différents pays européens en matière industrielle, disait il ne faut pas se cacher la vérité, il y a 11 millions d'emplois directs qui sont directement menacés par ce pacte vert. 11 millions, il faut se rendre compte quand même ce que c'est à l'échelle de l'Union européenne. Voyons déjà l'exemple d'Air France, d'Airbus, de l'industrie automobile, on voit déjà hein, ce qu'il en est. 11 millions d'emplois qui sont menacés. Et dans les 750 milliards, Bruxelles commence à dire en ce moment, il y en a 30 milliards supplémentaires qu'on met de côté pour les régions qui vont être sinistrées. Ça donne une idée des dégâts, puisqu'on met des sommes complètement considérables pour payer ceux qui vont être jetés sur le pavé, en quelque sorte. Il ne faut pas parler uniquement des emplois qui risquent d'être remis en cause, ce qui est exact, bien sûr, ça c'est exact. Mais il ne faut peut-être pas oublier que cette énergie, ce Green Deal, ce pari vert, finalement peut être aussi générateur d'emplois. Et toutes les études montrent d'ailleurs qu'il peut être générateur de beaucoup plus d'emplois qu'on ne le croit. Et donc c'est une erreur d'imaginer, de juger comme le monde allait avant, en n'imaginant pas ce qu'il peut devenir si des investissements suffisamment importants pour être rentables pourraient générer en matière de progrès économique et surtout en matière d'emploi. L'énergie verte, c'est quelque chose qui est énorme. La sauvegarde de l'environnement, c'est quelque chose qui est énorme comme possibilité d'emploi futur. Donc ça, il ne faut pas le négliger. On regarde trop ce qui est négatif, on ne regarde pas ce qui peut être positif. Alors, on l'a vu pour le marché unique d'ailleurs. Le marché unique, au début, on voyait la destruction des emplois. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que plus d'emplois ont été créés qu'on ne le croit. Oui, pour l'instant, la situation de l'emploi, on ne peut pas dire que ce soit un sujet de satisfaction et de réjouissance. Mais vous avez raison d'évoquer ce point, parce que, en effet, on nous met en lumière, en quelque sorte, les emplois qui vont être créés par l'économie verte. Et inévitablement, on nous explique, par exemple, la rénovation des logements. Je ne suis pas contre qu'on rénove les logements pour qu'ils soient mieux isolés. Mais franchement, est-ce qu'on croit vraiment que les 6 à 10 000 salariés d'Air France, les personnels au sol vont fabriquer les plaques d'isolant? C'est les commandants de bord qui vont aller poser ces plaques ou fabriquer les éoliennes? Est-ce qu'on croit vraiment que les personnels navigants, on va leur proposer des emplois verts, d'accompagnement à la personne? Non, je crois qu'il faut voir la réalité en face. Fondamentalement, si on fait le choix, ou si nos dirigeants, coordonnés par la Commission européenne, font le choix de dire il faut plus d'extraction de charbon, ce qui est déjà malheureusement le cas en France, mais c'est le cas progressivement en Allemagne, et ils veulent que ce soit le cas en Pologne. Il ne faut plus qu'il y ait de sidérurgie, il ne faut plus qu'il y ait d'industrie automobile, il ne faut plus qu'il y ait de raffinerie, plus d'énergie carbonée, plus de raffinerie, etc. On peut toujours mettre en avant les emplois découlant de l'isolation des appartements, mais franchement, ça ne fait pas le poids. Et on n'est pas en dehors du débat, on est vraiment dans le... Au fond, cette crise considérable, qui ne date pas du coronavirus, qui a été accélérée par cette épidémie, est d'une certaine manière accueillie comme le Messie, comme une sorte de grâce divine par ceux qui veulent pousser plus loin l'intégration européenne. Et en particulier, quand on parle de dette commune, 750 milliards, c'est le chiffre qui est pour l'instant mis en avant, peut-être on verra ce qu'il en sera finalement. Au fond, les uns et les autres, et vous-même vous l'avez rappelé, les uns et les autres au niveau européen se félicitent du fait que pour la première fois, des pays empruntent ensemble et vont rembourser ensemble. Et par ailleurs, Bruxelles parle même d'impôts prélevés au niveau européen. Et c'était à Paris en particulier, le maître de l'Élysée se réjouit que ça soit, alors il dit c'est mes idées qui prévalent, qu'on aille vers une sorte de trésor européen. C'est-à-dire qu'après avoir été en quelque sorte mis dans le même moule pour la monnaie, il faudrait qu'on soit contraint d'avoir une sorte de trésor commun. C'est-à-dire que l'Union européenne irait vers une forme de fédéralisme. Et ceux qui sont pour c'est leur droit bien entendu, mais ceux qui sont pour cette solution ou cette piste explique, eh bien oui, c'est l'occasion ou jamais, au fond, il faut en profiter. Eh bien moi, je m'inquiète et je
pense qu'il y a des millions de gens en France et ailleurs qui sont à juste titre inquiets d'une évolution qui, par la grâce d'un malheur, en quelque sorte, l'aurait présenté comme une chance pour transformer et pour aller encore plus loin dans l'intégration, au moment même où les peuples rejettent, ou en tout cas expriment des réticences de plus en plus fortes. Je termine juste sur l'Italie. Vous avez vu qu'en Italie en particulier, compte tenu de ce qui vient de se passer ces derniers mois, une majorité de gens maintenant commencent à tourner le dos à l'Union européenne et après le Brexit, on commence à parler d'Italexit. Non, mais je crois qu'il y a eu un malaise qui a démarré avec la crise grecque. Effectivement, dès le moment où il y a une discipline assez forte qui est demandée à l'ensemble des partenaires de l'Union européenne et que certains pays, on leur demande un effort considérable pour essayer de se mettre à niveau par rapport à d'autres pays qui peut-être par leur culture ou leurs habitudes finalement s'en sont beaucoup mieux sortis. Ça, c'est la réalité de l'Europe. Je rappellerai qu'aux États-Unis, dans les années 1700, peu après les guerres d'indépendance, finalement, ils se sont aperçus que la seule manière de s'en tirer et de sauver les États-Unis d'Amérique, c'était précisément de faire de la dette en commun. Ça, ils l'ont trouvé. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est important, c'est que finalement, cette solidarité, cette interdépendance, c'est un fait. C'est un fait depuis des années. C'est un fait depuis que l'Europe existe, sur le plan du charbon et de l'acier, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'économie, sur le plan de la monnaie. Je rappelle qu'en matière de politique commerciale, vis-à-vis des pays tiers, nous sommes une entité fédérale. Les pays n'ont plus leur mot à dire. On voit le résultat. Non. Oui, mais le résultat, c'est qu'actuellement, l'Europe, dans son ensemble, est considérée comme un des plus grands acteurs économiques de la planète, à égalité avec la Chine et les États-Unis, alors que chaque pays pris séparément n'est rien. Voilà, c'est ça la réalité sur laquelle il faut être lucide. Excusez-moi, j'ai réagi un peu vivement et promptement, mais constituer virtuellement une puissance économique de taille mondiale, ça fait une belle jambe aux chômeurs. En même temps, dire qu'ensemble on n'est plus rien, c'est inexact. Il y a des pays qui sont hors Union européenne et qui comptent bien autant que l'Union européenne elle-même. Mais ce que vous dites, au fond, vous dites il y a des solidarités de fait. C'était d'ailleurs le terme des pères de l'Europe, ouais, qui voulaient créer le charbon et l'acier, etc. Mais moi j'entends, c'est des solidarités, je mets ce mot évidemment avec beaucoup de guillemets, qui nous ont été imposées par le fait accompli. Parce qu'à ma connaissance, lorsqu'il a été question de créer l'ancêtre de l'Union européenne, la CE, personne n'a demandé l'avis au peuple des 6 pays fondateurs. Donc on leur a dit, on va vous faire en sorte que de toute façon, à un moment donné, il n'y ait plus le choix et qu'on soit obligé quand il y en a un qui fait un mouvement, tout le monde doit le faire le même mouvement. Ça, c'est pas acceptable, parce que ça nous retire de la liberté politique. Juste un mot sur... vous avez raison de citer les États-Unis. Et en effet, d'ailleurs, je crois que c'est Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a parlé de moment hamiltonien, du nom d'Alexander Hamilton, qui, en 1790, a donc dit on va mettre notre dette en commun. Et chacun de constater qu'en effet, ça a contribué à construire les États-Unis. Mais qui a aujourd'hui donné son blanc-seing à... Qui veut les États-Unis d'Europe? Les élites, sans doute. Mais les peuples ne sont pas d'accord avec ça. Pouvez-vous me citer un seul pays où les peuples seraient d'accord avec une telle orientation? Encore une fois, il faut faire la part des choses entre ce que j'appellerais le rêve européiste. Je ne suis pas du tout européiste. Ce rêve européiste, pour moi, il est totalement abstrait et il ne repose sur rien. Par contre, il y a des réalités européennes. Et aujourd'hui, l'Europe est, qu'elle le veuille ou non, une entité qui doit compter et qui compte de plus en plus. Et donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Si les peuples européens actuellement décrochent, c'est parce que les élites, soi-disant, n'ont pas su expliquer, n'ont pas su vendre, n'ont pas su présenter l'intérêt qu'il y avait effectivement à y compris protéger l'emploi et développer l'emploi par des solidarités nouvelles. C'est ça qui est... Alors, je suis d'accord, c'est Geremek, l'ancien ministre polonais, qui disait on s'est beaucoup occupé de l'Europe, on ne s'est pas suffisamment occupé des Européens. Il avait tout à fait raison. Et alors là, je vous rejoins, là, c'est un vrai malaise. Les peuples ne se sentent pas mis dans la marche. Ça paraît extrêmement problématique. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est exact. Et ça, il faut absolument, si on veut sauver, non pas ce rêve européen, mais si on veut sauver des emplois, si on veut sauver simplement notre manière de vivre,
eh ben peut-être qu'il faut essayer de voir comment associer beaucoup plus les peuples, quitte à accepter des remises en cause. Il y en a une, hein, la Constitution européenne, les peuples l'ont remis en cause. Ben, c'est leur droit le plus fondamental. Justement. Donc François Poulet-Matisse, je me rends compte que vous rejoignez Pierre Lévy sur le divorce entre les peuples et les... Voilà, c'est-à-dire que les peuples ne sont pas partisans de cette Europe finalement. Donc est-ce que, je vous pose la question sur ce dont vous parliez tout à l'heure, sur l'interdépendance et la solidarité, pourrait-il exister sans la structure Union européenne? Pourrait-il survivre à l'Union européenne et continuer à exister l'interdépendance économique, stratégique et la solidarité européenne? Pourrait-il exister au-delà d'une Union européenne? Ça peut exister entre des États d'une même région qui sont totalement indépendants, ça peut exister. C'est le malaise, c'est la structure même de l'Union européenne qui s'est défaite de la confiance des peuples, parce que c'est trop compliqué, parce que les peuples ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et ça, c'est dramatique. Comme les peuples ne comprennent pas comment ça fonctionne, il leur dit qu'est-ce qu'on nous cache, qu'est-ce qu'on essaye de faire derrière nous. Et ça, c'est dramatique parce que c'est une crise de confiance majeure que nous connaissons et de laquelle nous ne sommes pas encore sortis, loin de là. Donc comment en sortir? Moi, je pense, et c'est là où je pense, que la crise du coronavirus est une occasion pour montrer ce qui pour moi est l'évidence, c'est que pour sortir de ça et pour que les économies de chaque pays puissent redémarrer, seul, c'est pas possible. Et il faut accepter parfois de mettre en commun un peu plus. Le point n'est pas du tout de savoir s'il faut faire ensemble ou s'il faut faire seul. C'est quoi et avec qui? Et garde-t-on la maîtrise des décisions ou pas? Là, c'est là la question. Vous avez dit l'Europe est, qu'on le veuille ou non, dans cette situation. Mais c'est ça le drame, qu'on le veuille ou non. Et la volonté populaire, elle est où? Si elle doit ne plus jouer de rôle, alors il faut le dire explicitement en disant l'avenir appartient à une construction élitiste et technocratique dans laquelle les événements ne sont plus déterminés par des choix politiques des peuples. Et vous dites, les peuples, au fond, et on se rejoint là-dessus, enfin, les élites n'ont pas su expliquer. Mais donc ça veut dire que les élites ont pris des décisions sans les peuples et que la seule chose qu'on pourrait leur reprocher, c'est de ne pas avoir su les expliquer. Mais c'est une sorte d'aveu qui montre bien que l'intégration européenne n'a jamais été la volonté populaire de qui que ce soit. Donc c'est une construction et on est bien obligé de montrer que les peuples s'en éloignent et donc ça serait un défaut de pédagogie. Mais c'est pas à une nuance près. L'histoire a montré que les peuples n'ont jamais été les moteurs de cette construction européenne, mais ils l'ont toujours avalisée a posteriori. Avalée. Et peut-être, mais oui, à la limite, je suis d'accord. À la limite, je serais d'accord, terme avalé. Ils l'ont avalé. Mais ils l'ont avalé, mais ils l'ont pas remis en cause. Quand on a fait, ça a de plus en plus de mal à passer maintenant. Quand on a fait le marché commun, on ne l'a pas remis en cause. Quand on a fait le marché unique, on ne l'a pas remis en cause. Quand on a fait la monnaie unique, on ne l'a pas remis en cause. Et vous êtes en train de démontrer le côté essentiellement, fondamentalement, dans l'essence antidémocratique de cette intégration européenne. Si la démocratie fonctionne, elle l'aurait remis en cause. Les peuples ont rejeté la Constitution européenne. Donc voilà, les peuples ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de le faire. Vous êtes d'accord avec moi que les occasions pour les peuples de donner leur avis sont quand même peu nombreuses. Et que ceux qui ont provoqué... À l'époque, c'était Chirac qui avait donc provoqué ce référendum, n'ont pas caché que s'ils avaient su, ils ne l'auraient pas fait. Et que tous les autres, j'ai encore en tête, mais il y en a eu milliers de déclarations comme ça, mais Mme Ségolène Royal avait dit ne comptez surtout pas, c'était à propos du Brexit, ne comptez surtout pas sur nous pour refaire la bêtise qu'a fait David Cameron en appelant les électeurs aux urnes pour les consulter de savoir s'ils veulent rester dans l'Union européenne. Mais quel aveu! Donc aujourd'hui, fondamentalement, moi, parce que la question dont on débat est importante et fondamentale. Je ne plaide pas pour que chaque pays, selon l'expression consacrée, se recroqueville ou se referme sur lui-même dans une splendide solitude. La question, elle est inverse. Elle est que chaque pays ait la liberté, non seulement de faire des choix politiques intérieurs, mais de faire les choix politiques au cas par cas, des alliances et des coopérations qu'on doit être amené à mener. Et moi, je crois qu'on en avait déjà parlé, on en reparlera encore, mais je ne vois pas au nom de quoi nous serions enfermés dans un club qui nous oblige à être dans le même bateau que l'Estonie,
alors même qu'à la porte du club figurent le Sénégal ou l'Algérie, avec lesquels la France a des liens historiques, culturels, politiques, complexes, contradictoires certes, mais évidemment qui font qu'on est plus proche de ces pays qu'on est de l'Estonie ou de la Slovénie, pas géographiquement encore que. Mais donc fondamentalement, l'avenir qui me semble souhaitable des relations internationales, c'est des pays qui coopèrent les uns avec les autres et qui récupèrent leur liberté de coopérer, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est la liberté des associations. Moi, j'appelle ça la liberté des associations. C'est exactement ce qui s'est passé depuis plus de 60 ans maintenant. L'Europe, c'est une liberté d'association. Ce sont des pays qui librement se sont associés et ont défini des règles entre eux. C'est ça, c'est tout simplement ça. Le vrai problème, il n'est pas dans cette association. Le vrai problème, il est dans le décrochage des peuples par rapport à la mécanique de cette association. Si je peux me permettre, il me semble que l'argument principal des pro-européens, en tout cas parmi la population, est des pro-Union européenne, je précise, est que depuis l'existence de l'Union européenne, il n'y a plus eu de guerre entre les pays de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Est-ce que si l'Union européenne venait à ne plus exister, on reprendrait des guerres entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc.? Non, ce qui peut arriver, on voit ce qui se passe d'ailleurs dans d'autres parties de la planète, ce qui peut arriver, c'est par une simplification extrême des réalités politiques, se lève ce qu'on appelle un peu populisme, c'est-à-dire des visions un petit peu simplistes des choses. C'est un peu ce qui se passe aux États-Unis, c'est un peu ce qui se passe au Brésil, c'est un peu ce qui se passe aussi en Turquie. Bon, cette simplification des relations internationales n'arrange pas les choses. Bon, l'Europe, elle a un avantage, c'est qu'effectivement, en matière de relations avec autrui, on discute. Et comme les différents pays européens ont des cultures différentes, je pense notamment aux plus différents entre eux, c'est la France et l'Allemagne, c'est cette différence qui fait que forcément, ils sont obligés de rechercher au moins une cohésion, une cohérence dans leur discours un peu plus grande. Et donc, c'est en ça que c'est une arme, à mon avis, contre des excès de populisme au sens le plus négatif du terme, c'est-à-dire des solutions simples mais non fondées sur des réalités. Je voudrais m'inscrire en faux, non pas sur ce que vous avez dit, mais sur la fiction généralement développée selon laquelle c'est grâce à l'intégration européenne qu'on n'aurait plus de guerre. C'est évidemment tout à fait faux. S'il n'y a pas eu de guerre depuis 1945, c'est pour des raisons tout à fait différentes. C'est d'abord dû à l'équipe de la terreur, au camp, etc. Et non seulement l'Europe n'a pas contribué à la paix entre ces États, mais elle fait aujourd'hui croître les risques d'affrontement. Alors certes, on n'en est pas à une guerre franco-allemande, mais puisque vous évoquez le populisme, et qu'en effet c'est désigné par les dirigeants européens comme l'ennemi numéro un en quelque sorte. Mais ils sont eux-mêmes responsables de ce qu'ils appellent la montée du populisme. Tout simplement parce qu'il faut regarder les choses en face. Les différents pays n'ont pas les mêmes intérêts. Ça ne veut pas dire que c'est des intérêts contradictoires, mais chacun a une histoire politique, des paramètres économiques qui sont différents. Donc, où on coopère en faisant en sorte que les différents intérêts se conjuguent sur tel dossier, sur tel aspect, et c'est mutuellement bénéfique, ou bien on intègre tout le monde dans le même moule. Et dans ce cas-là, on a, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, ce qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire, d'un côté, des pays qui considèrent, par exemple comme l'Italie ou comme l'Espagne, qu'ils ont été abandonnés, laissés de côté, et qu'au fond, les injustices, les inégalités, les fossés sont de plus en plus criants au sein de l'Union européenne et qui donc, en tout cas pour les Italiens, s'en détournent massivement. Et puis de l'autre côté, des pays du Nord, donc, puisqu'on parle du Conseil européen, donc il y a eu 4 pays qui notamment sont aujourd'hui en pointe, donc les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et le Danemark et quelques autres qui les suivent, et qui disent mais pourquoi est-ce que nous on paierait alors qu'on a mis en œuvre une austérité drastique et ça va bénéficier à ceux qui ne l'ont pas fait. Donc il y a comme ça des peuples qui ont objectivement des intérêts qui n'ont rien d'opposé, mais qu'on oppose aujourd'hui en voulant les intégrer dans le même moule. Et ça, c'est inquiétant. Je ne dis pas qu'on est à la veille d'une guerre militaire au sein même de l'Europe, mais on a des développements de contradictions,
des rancœurs qui se développent, qui fait que, comme depuis le début, mais plus encore aujourd'hui, non seulement l'intégration européenne ne sert pas les intérêts de la paix, mais en plus, elle crée des tensions qui n'auraient pas existé sinon. Mais pourquoi ça continue alors? Pourquoi elle continue? Pourquoi l'Europe continue-t-elle à fonctionner à 27? Alors d'abord, elle ne continue pas à fonctionner. Il y a une énigme là. Il y a une énigme. Non, il n'y a pas d'énigme. Non, elle aurait dû exploser. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne fonctionne pas extrêmement bien et que, comme le rappelait le précédent président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, on fait face à une polycrise, c'est-à-dire à une multitude de crises existentielles, c'est-à-dire qui menacent l'existence même de l'Union. C'est ce qui les inquiète et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent faire cette fuite en avant de pousser l'intégration. Donc on est devant, dit-il, une multitude de crises, on n'est pas sûr que l'Europe va s'en sortir, et donc c'est ça qui aujourd'hui, y compris sur le plan géopolitique, on nous explique qu'il faut que l'Europe, les dirigeants européens nous disent, il faut que l'Europe joue un rôle de plus en plus grand dans le monde. Mais pour défendre quels intérêts? De l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas, ou bien de la Hongrie, ou bien de la Pologne? Il faut encore une fois revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, si l'Union européenne existe toujours, ce n'est pas parce que les peuples la soutiennent, c'est parce qu'on ne leur demande pas leur avis, fondamentalement. Et quand on leur demande, ils répondent non. Voilà, donc dans la dernière période, les très peu nombreux référendums qu'il y a eu, on se sont tous, évidemment je pense à 2005, mais il y en a eu depuis, notamment aux Pays-Bas, où à chaque fois qu'on pose la question, c'est non. Quelle que soit la question sur l'Europe d'ailleurs, et si les dirigeants européens étaient honnêtes et courageux, ils diraient, bon écoutez, on vous a amené pendant quelques décennies sur cette voie-là, maintenant qu'est-ce que vous en pensez? Et évidemment, la réponse est connue d'avance, c'est pour ça qu'ils ne demandent pas l'avis. Ils se considèrent tous comme Européens. Il n'y a pas un citoyen de ce continent qui ne se considère pas comme Européen. Vous posez la question, êtes-vous Européen? Ils sont tous Européens, y compris les plus sceptiques, y compris les plus eurosceptiques. Ce qui ne va pas, c'est la manière dont fonctionne l'Union européenne, c'est ça. Mais l'Europe, ils sont tous membres d'une même famille qui s'appelle l'Europe. Bon, l'Europe, je n'ai pas dit l'Union européenne, j'ai dit l'Europe. Bon, et c'est ça qu'il faut retenir. Enfin, une entité humaine, ouais. Une entité humaine qui s'appelle l'Europe. D'ailleurs, partout d'ailleurs, quand on va dans le monde, on est européen. On n'est pas européen, mais on est européen. Ouais. Avant même d'être français, allemand, etc. C'est ça qu'il faut. Cette notion d'Europe, elle est réelle. Il ne faut pas la cacher. Même chez les peuples. Les peuples sont européens. Ils ne sont pas pour l'Union européenne. Ils ne sont peut-être pas pour l'intégration européenne. Ils sont fondamentalement européens. Alors, je me permets d'être en désaccord sur ce point. Ils sont fondamentalement pas pour l'intégration. Mais si je peux prendre un petit exemple un peu plus léger, disons. Là, si j'ai un souvenir, quoique je ne sois pas du tout un connaisseur en matière de foot, mais j'ai un souvenir de la Coupe du Monde de 1998 qui se jouait en France. Et évidemment, il y avait des foules importantes dans les stades. Évidemment, quand l'équipe de France jouait, les Français soutenaient spontanément leur équipe, ça c'est évident. Mais quand il y avait des matchs entre d'autres pays, des pays tiers, donc hors l'équipe de France, eh bien, ce qui a frappé les observateurs, c'est que presque systématiquement, et sans que ça soit un calcul, c'était spontané, les Français étaient plutôt du côté des équipes brésiliennes, argentines ou asiatiques, que du côté de l'équipe néerlandaise, allemande ou italienne. Et donc ça veut dire, pour des raisons que j'ignore d'ailleurs, hein, mais ce que je veux dire, c'est que le sentiment européen n'a rien d'inné. Alors après, évidemment, sur le plan géographique, on est plus proche de l'Allemagne que des îles Vanuatu, ça c'est évident. Mais là, on ne parle pas de sentiment. Je ne pense pas que si vous demandez à un Français est-ce qu'il se sent européen fondamentalement, je ne suis pas sûr qu'une majorité qui aille dans ce sens-là. Mais au demeurant, ce que vous avez dit est le plus important. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'on va s'intégrer? Et s'intégrer, c'est faire partie d'un peuple, non pas d'un peuple justement, c'est faire partie d'un club où on est contraint de respecter les mêmes règles, où ces règles sont irréversibles, c'est-à-dire une fois qu'on a adopté des règles européennes, on ne peut plus revenir en arrière, c'est l'effet cliquet, et où, de fait, alors même, c'est comme dans un immeuble au fond, hein, on peut avoir de très bonnes, il est bien d'avoir de très bonnes relations avec les voisins, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même une porte. Et que tout le monde n'a pas le droit d'aller, je ne sais pas lequel question d'aller, mais de dire on ne fait plus qu'un seul appartement dans tout l'immeuble. Non, chacun a son appartement, a ses petites habitudes. Et ce n'est pas le cas? De moins en moins, puisque quand il y a des règles,
Aujourd'hui, que ce soit sur le plan monétaire, que ce soit sur le plan budgétaire, que ce soit sur le plan de la politique extérieure, que ce soit sur le plan de la politique commerciale, on est obligé de suivre ces règles. Si on veut sortir, on peut sortir. Les Anglais ont décidé de sortir. Il ne vous a pas échappé, notamment lors de notre débat précédent, que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas aussi simple que ça. Et que ça a quand même duré pendant près de 3 ans, que ceux qui n'ont jamais digéré que quelqu'un ose sortir de la secte, le moins qu'on puisse dire, c'est que tous les efforts ont été faits pour essayer de lui pourrir la vie et de faire en sorte qu'il n'en sorte pas. Donc la liberté d'en sortir, ça serait très bien, et c'est nécessaire, mais dans la pratique, elle est profondément... on tente d'en dissuader les peuples, d'abord sur le plan pratique, électoral, et ensuite, bien entendu, sur le plan légal, les conditions qui sont mises sont toujours considérables. Voilà, donc je m'en tiens là. Je renvoie nos lecteurs, à votre article. Justement, excusez-moi, parce qu'on approche de la fin de l'émission, l'heure tourne. Et vous parliez juste, j'ai une dernière question et je vous laisserai peut-être conclure. Une dernière question, vous parliez de rancœur de certains peuples envers donc la structure Union européenne et donc d'autres peuples, peut-être l'Italie pendant la crise du coronavirus, envers les autres pays qui ne se sont pas montrés suffisamment solidaires du goût des Italiens ou les pays du Nord qui aujourd'hui se disent pourquoi on doit payer nous pour les autres peuples. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez que sur le plan de relance prévu par la Commission européenne de 750 milliards, la France allait bénéficier de 11%. J'ai pris note, vous avez dit que la France elle allait rembourser. Elle allait rembourser 11% et elle allait toucher combien en fait, pour qu'on ait une idée, pour que les Français qui nous écoutent aient une idée de combien on va recevoir et combien on va rembourser. Alors, on ne va pas faire rebondir le débat puisqu'on est en fin de débat. Oui. Simplement, pour dire, pour l'instant, il s'agit d'une proposition de la Commission européenne. Je répète, nous l'avons dit tous les deux, ça c'est un constat factuel. Les prochaines semaines vont être consacrées à des bras de fer, des affrontements, des marchandages, des maquignonnages entre les différents pays, entre les 27, pour aboutir ou pas à un compromis et sur le plan de relance et sur le budget. Les dirigeants européens ont dit, donc, notamment Angela Merkel, Emmanuel Macron, il faut absolument qu'on aboutisse avant la fin de la pause estivale. Et puis monsieur Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, a dit ça m'étonnerait qu'on y arrive. Bref, il est bien possible que, je pense qu'il y aura un compromis, malheureusement, mais je pense qu'il y aura un compromis. Il est possible que ça tarde jusqu'à là-dessus, nous ne serons pas d'accord, jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, dans l'état actuel de la proposition de la Commission européenne, s'il y a 750 milliards qui sont empruntés par Bruxelles au nom des 27, ça veut dire, et que par ailleurs, il y a 40 milliards qui sont destinés à la France sur ces 750, on aura plus que la part des 40 milliards, on aura environ 80 milliards, plus de 80 milliards à rembourser, ne serait-ce qu'en capital, sans compter les intérêts. Donc, on n'est pas gagnant de ce point de vue pour répondre à votre question. En tout cas, la question reste ouverte en termes de compromis à trouver ou pas. C'est une question fondamentale et qui fait débat, et je me réjouis, alors on n'aura pas réussi à se convaincre aujourd'hui, mais je me réjouis de ce débat un peu contradictoire dont on manque trop sur les questions européennes, et je vous remercie en particulier d'accepter justement qu'on puisse se contredire pour faire avancer les idées. Peut-être un mot pour conclure de votre côté ? Je pense exactement la même chose. On peut ne pas être pro-européen, on peut être eurosceptique, etc. Je crois que ce qui est important, qu'on soit fondamentalement européen ou contre l'Europe, ce qui est important, c'est de se parler, de s'écouter, d'écouter les arguments des uns et des autres, parce qu'en s'écoutant, on progresse. Si chacun reste dans des positions braquées en refusant le débat, effectivement, on régresse. Mais l'Europe, ça a été toujours comme ça qu'elle s'est construite. Je crois que c'était exactement l'objectif donc, de cette émission, comme à chaque fois sur la chaîne Le Point de Rupture. Nous vous remercions d'avoir suivi ce débat. On espère que cela vous aura intéressé et on vous invite à partager massivement cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt.